Salut Sophie, ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Vivant. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va. J'ai fait beaucoup trop de digital par rapport à ce que j'aurais aimé, mais un peu comme tous les jours, j'ai envie de te dire. Ok. Bon, bah, ça tombe pas mal parce que ce qu'on s'était dit en préparant cet épisode, c'est qu'on parlerait des sujets qui sont les tiens. Je pense à l'humanité, la sensibilité, la place des gens, comment vivre dans ce monde. Et puis aussi, dans ce monde qui se digitalise, je pense qu'on est aussi, on fait partie de cette expérience-là, mais aussi qui s'accélère avec l'intelligence artificielle. Et je sais que toi, tu es pas mal en train de bosser sur le sujet. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, humanité et intelligence artificielle, mais voilà, je pense que tu as des choses à raconter là-dessus. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est quoi tes sujets d'intérêt? D'où tu viens? Où tu vas? Qui es-tu? Waouh! Là, il faut que j'enclenche ma fonction résumé parce que, bah, tu sais, les hypersensibles, on a cette pensée en arborescence, puis là, je commence à avoir quelques kilomètres au compteur. Alors, faut que j'aille droit au but. Euh, Moi, je suis une maman de deux, trois enfants, suivant comment on regarde. Je suis une maman de deux enfants et belle-mère d'un grand qui vit avec nous à temps plein, que j'ai élevé en partie. Ce qui m'a toujours intéressée, c'est d'explorer le monde, les gens, les cultures, les codes. C'est comme si j'étais un peu venue sur Terre pour ça. Et d'ailleurs, la vie m'a bien amenée à ça, puisque j'ai déménagé 24 fois. J'ai vécu dans pas mal de pays, dans pas mal d'endroits, dans pas mal de zones aux cultures justement et aux codes différents. Quand j'étais petite et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je disais je veux rencontrer le maximum de personnes et parler avec eux, les comprendre, les connaître. J'avais déjà depuis toujours, et je dis toujours qu'il y a cet aspect inné de l'empathie, donc j'avais cette empathie, euh, non pas nécessairement à vouloir sauver les gens, ça c'est plutôt pathologique, c'est un truc, c'est une pathologie qui se rajoute sur l'empathie, mais l'empathie d'origine, c'est vraiment cette capacité à percevoir le non-verbal, à percevoir ce que peut vivre quelqu'un, même sans l'avoir vécu, à comprendre tout à fait depuis son angle de vue, en mettant son chapeau, comme disent certains, ou en se mettant dans ses chaussures, comme disent d'autres. C'était assez naturel pour moi, je comprenais pas que les autres n'y arrivent pas. Donc j'ai toujours eu, à ma connaissance, cette forme de capacité-là. Et puis après, pour diverses raisons que j'explique souvent dans mes formations, j'ai développé aussi un petit côté pathologique. Enfin, pathologique, je le dis souvent avec de l'humour, hein, c'est pas psychotique du tout. Mais disons que c'est pas forcément ce qui nous équilibre le plus. C'est cette tendance à vouloir aider tout le monde, à vouloir du coup, parce que je sens ce qui leur arrive, bah, je dois les aider à qu'ils se sentent mieux. Et comme en Hmm. plus je perçois ce qu'ils ressentent, eh bien en fait, s'ils se sentent mieux, je me sens mieux. Et du coup, je fais un peu une mission de vie d'aller aider les gens à être tous contents et tous bien, et je m'épuise au passage. Donc ça, c'est un peu pour 100% raconter. égoïste finalement, c'est ça que tu veux nous dire? Voilà, complètement, complètement. En fait, il y a cette empathie et on croit que l'empathie est altruiste, mais quand elle est pas au bon endroit, quand elle vient se placer depuis un espace de j'ai besoin de le faire pour aller bien moi, et pas j'ai juste envie de partager ça, comme je dis souvent dans la métaphore de l'arbre, c'est-à-dire je donne ma sève pour pouvoir moi me nourrir au lieu de juste être bien et Hmm. donner mes fruits. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là où ce faux altruisme est en fait une forme d'égoïsme. Donc c'est intéressant que tu emploies ça. Hmm. Voilà, donc c'est un peu ça qui a marqué mon parcours. Et du coup, comme j'avais cette tendance-là, ingénieur, maths sup, maths spé, un an d'avance, euh, sportif de haut niveau, et ben en fait, en voulant en plus tout bien faire tout le temps, être la bonne élève, le bon soldat qui fait tout bien, qui rend tout le monde content, et ben j'ai vite commencé à avoir le corps qui a crié et qui a raconté que bah peut-être que tu gères mal ta vie, ma chère. Hmm. Et du coup, Donc, ouais. tu avais ta première partie de carrière, on va dire, de type ingénieur. Et après, tu as switché. Tu peux en dire un petit peu plus là? Pourquoi et vers quoi? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ouais, ben c'est ça, en fait, c'est vers 26 ans, j'ai commencé à avoir des somatisations, alors que tout se passait bien, j'avais un super job, en apparence, tout était super de l'extérieur, en fait. J'avais bien réussi mon monde magnifique, ma prison dorée.
et mon corps criait. J'ai commencé à avoir des tensions musculaires assez fortes. J'avais très mal au cervical. Je commençais à avoir des vertiges, j'ai commencé à avoir des muscles qui tétanisaient. Et puis, les médecins me disaient non, non, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Et de fil en aiguille, j'ai compris ces mécanismes. Je me suis fait accompagner, notamment par une personne extraordinaire que j'ai rencontrée sur mon passage, que j'appelle le vieux sage, parce qu'il avait un certain nombre d'années. C'était un ancien psychanalyste repenti de la psychanalyse, qui était un peu un coach d'avant-garde il y a 25 ans de ça. Et, et résultat, bah, je suis tombée dans la marmite de comprendre les humains et comprendre comment nos schémas, nos programmes installés fonctionnent. En plus, comme j'étais ingénieure, bah, ça me parlait bien. Finalement, on pouvait un peu faire le parallèle entre l'être humain et une machine qui avait des programmes. Certains étaient erronés, certains étaient obsolètes. Et puis, pourquoi on allait vivre toute notre vie avec ces programmes? Parce qu'on dit souvent que la plasticité cérébrale commence à se scléroser un petit peu au bout d'un certain âge, et on voit que les gens, bah, ils font avec leur programme et ils n'essayent pas de faire avec de nouveaux programmes. Et ce vieux sage m'a dit une phrase incroyable qui a fait qu'ensuite j'ai créé mon cabinet de coaching. Il m'a dit, en fait, vouloir faire avec ce qu'on n'est pas et ne pas vouloir faire avec ce qu'on est, c'est vaniteux. Et j'ai compris dans cette phrase à quel point j'avais juste pas la conscience de mes programmes, des bons programmes, que j'utilisais, j'avais installé des mauvais programmes et je tournais sur cela en fait. Et Tu après, peux ça a été un préciser long là pour, travail, excuse-moi de te couper, tu peux bien sûr. préciser ce que tu veux dire par bon programme et mauvais programme? Enfin, j'ai bien compris que c'est un peu enfin, si tu es un lapin, tu es pas un poisson ou quelque chose comme ça. Pour toi, ça voulait dire quoi spécifiquement? Pour moi, en fait, ce monsieur travaillait sur les fonctions de Jung. Et donc, les fonctions, pour simplifier, parce qu'il les avait déclinées en sous-fonctions, mais c'est les fonctions sensation, émotion, pensée et intuition. Et donc, il avait vraiment décelé cette hypersensibilité chez moi qui se traduisait par, en fait, un assez haut potentiel, même si j'aime pas ce mot et que je l'emploie pas habituellement, mais lui, il le disait comme ça, sur les aspects émotionnels, sentimentaux, sur les aspects sensoriels, sur les aspects intuitifs. Alors que moi, dans mon boulot, je n'utilisais que les aspects pensée, intellect, Mmh. mental. Et donc, en fait, je surinvestissais des fonctions que j'avais en normalité et je sous-investissais des fonctions que j'avais en haut potentiel. Et il m'a dit, en fait, ça, c'est la clé pour avoir des somatisations, se sentir mal et avoir une indication quelque part de la vie que tu es en train d'être à côté de la plaque et à côté de toi, en fait. OK. Donc tu prends conscience de ça au travers de tous ces échanges et puis tu tombes dans la marmite, c'est-à-dire le coaching, tu te formes? Comment ça se passe? Enfin, c'est quoi ton chemin là? En fait, c'est un mec qui avait développé une méthode pour nous aider à nous équilibrer sur nos fonctions, qui était une méthode où on passait alternativement coach et coaché. C'est-à-dire que parfois, il nous coachait et parfois, il nous proposait de coacher les autres. Parce que pour lui, il fallait développer des compétences psychologiques et des compétences d'accompagnement pour pouvoir intégrer bah, tous ces mécanismes en fait et ces compréhensions. Et donc, il a vraiment créé une vocation chez moi puisqu'il me disait mais c'est dingue, tu perçois très vite et comme tu as les quatre fonctions qui sont assez développées, ce qui est assez rare. Normalement, on est plus déséquilibré et c'est normal. Toi, c'est assez équilibré sur les quatre. Ben, en fait, tu perçois beaucoup de gens et tu peux vraiment Mmh. aider beaucoup de gens. Et il m'en fallait pas plus euh, pour me donner envie, sachant que moi, je m'éclatais. Enfin, ça paraissait tellement évident. Enfin, je voyais pas le temps passer. J'avais envie de faire ça pendant des heures. J'aurais pu le faire gratuitement pendant 6 heures par jour, quoi. Donc, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à me former en psycho. Je me suis inscrite en psycho. Il m'avait donné le DUG à l'époque, puis après j'ai pas continué parce que je continuais à travailler en parallèle. J'ai fait une formation en PNL, j'ai lu plein de bouquins, j'ai commencé à me renseigner. Depuis, je pense que je fais à peu près 3 heures de formation sur ces sujets par jour depuis 25 ans. Et j'ai fini par partir à San Francisco. Là, ça a été vraiment pour me certifier euh, à une formation d'executive coaching qui était certifiée par la Fédération internationale de coaching qui travaillait sur le coaching intégral, qui est l'intégration notamment de nos parts émotionnelles, intellectuelles, corporelles Mmh. et intuitives. Donc pour moi, Hyper ça faisait du intéressant, sens. je trouve intéressant le côté, pratique, le «coaching» entre guillemets pour, alors aider l'autre certainement, mais moi c'est un truc qui résonne en tout cas fort pour moi, pour, finalement toi-même, venir faire fonctionner certains rouages et cetera et
apprendre ou réapprendre, je sais pas comment dire ça, des espaces que tu n'investis pas jusque-là, qui sont un peu la lisière de ta propre clairière, quoi. Mhm. Enfin, je le formule correctement, c'est ça que tu entendais? Exactement. C'est intégrer toutes nos parts et développer nos potentiels euh, qui se manifestent le plus rapidement, le plus profondément, le plus pertinemment lorsqu'on est en train de le transmettre. Hyper intéressant. Enfin, je trouve que c'est tellement vrai qu'on est en général en train de transmettre ce qu'on a besoin d'intégrer à un niveau un tout petit peu plus Exactement. profond. Puis une fois qu'on l'a intégré d'une certaine façon, enfin sans prétention, bah, ça devient chiant. Puis on a, en tout cas vu de ma fenêtre, plus tellement envie de le faire et on a envie de parler de l'étape suivante, etc. Tu C'est vrai. partages ça, toi? Je partage ça. Je ne sais pas si tous les accompagnants le partagent, mais c'est vrai que je le partage complètement. J'ai toujours envie de transmettre ce que je suis en train de vivre ou ce que je viens de vivre. Et Ouais, puis, une fois que c'est complètement intégré, j'ai envie de transmettre le nouveau challenge que j'ai dans ma vie. ouais. Après, on va se le dire, hein, il y a ceux qui progressent puis les autres, quoi. Il y en a qui adorent faire. Bah, il y a ceux qui ont une Je valeur haute à plaisante, il y en a qui vont apprentissage. être énervés après. Ouais, mais c'est marrant parce que j'accompagnais une cliente hier qui était comme nous. Et, euh, et quand même, c'est des profils de personnalité d'avoir en valeur haute l'apprentissage Hmm. et le progrès. Et d'ailleurs, ça a été un apprentissage très important pour moi dans ma carrière et dans ma vie, le fait que c'est tout à fait OK que d'autres n'aient pas aussi cette valeur haute. Et voilà, qui sont intéressés Hmm. par d'autres choses que par progresser dans leur schéma, leur mécanisme. Et encore, grand bien leur face, s'ils sont comme ça, c'est probablement que ce qu'ils sont et comment ils sont, ça leur convient. Hmm. Ouais, carrément. Donc du coup, tu te formes au coaching. Je fais un tout petit peu avance rapide. Je sais que tu coaches pas mal dans le domaine plutôt professionnel, on va dire. Et puis les années passent et tu te retrouves à parler plus fréquemment, j'ai l'impression, d'hypersensibilité, de la place de l'humain, de trouver sa place quand on a un cœur sensible, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment tu voudras le formuler. C'est quoi le Ouais. chemin qui t'amène jusque-là? C'était un peu un coming out, je pense, quand j'en ai parlé, parce que pendant longtemps, je me suis un peu censurée. Venant d'un monde académique, un peu élitiste, maths Hmm. P, ingénieur télécom, j'étais entourée de gens qui avaient fait des études comme moi, des gens, des amis qui avaient fait prépa, etc. Et l'hypersensibilité, c'était pas vraiment quelque chose qui était euh, valorisé. Donc, c'est pas quelque chose que je montrais. Je l'étais, j'ai Pourquoi? toujours été. C'était quoi Euh, la réticence ou le tabou? je saurais peut-être pas l'expliquer, mais en tout cas, dans mon schéma familial, bah, on était plutôt compétition, plutôt Hmm. il faut réussir, il faut être fort. C'était être un bon soldat, ne pas se plaindre, ne pas trop s'écouter. La psychologie, c'est pour les tarés. Voilà, c'est plein d'injonctions comme ça. C'était un peu sois Ça fort devait être et chouette chez tais-toi. toi, dis donc. Alors, bon, c'est caricatural parce que c'est des messages que j'interprétais, c'était pas dit Bien comme sûr, ouais. ça. Et ma mère était, à contrario, euh, très émotionnelle, très un peu artiste dans l'âme. Donc ça contrebalançait aussi cette éducation un peu stricte et un peu élitiste. Mais du coup, c'était quand même ce qui était valorisé, c'était d'être fort, c'était de travailler dur, c'était de ne pas se plaindre. Voilà, se Hmm. plaindre, c'était pas OK. Donc, je me suis un peu construite comme ça. Et puis, j'avais en plus des maladies chroniques inflammatoires, pas très graves, mais quand même douloureuses. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup refoulé, dont j'ai très peu parlé parce que bah, c'est pareil, se plaindre, ça se fait pas. Mais bon, j'avais quand même des moments très très durs que j'ai intériorisés et refoulés. Et je pense que ça a participé de mes moments où j'ai eu ces manifestations somatiques, ces espèces de surmenage qui commençaient à se traduire par le corps. C'était le corps qui parlait parce que justement, je n'étais pas autorisée à l'exprimer par des mots ou par des émotions. Donc c'est le corps qui l'a exprimé Hmm. et qui m'a montré qui a été une boussole en fait pour moi dans ce passage-là.
Donc l'hypersensibilité, c'est venu après tout ça, une fois que j'ai un peu eu ces périodes difficiles de douleur et de somatisation. Là, j'ai commencé à faire ce travail sur moi, à comprendre que j'avais pas laissé la place aux émotions, j'avais pas laissé la place aux sensations, j'avais pas laissé la place à l'intuition. Et quand j'ai laissé la place, j'ai retrouvé un peu ce côté artiste que j'avais complètement refoulé. Et je me suis rendu compte que j'avais cette hypersensibilité et qu'elle pouvait être une force. Et quand j'ai compris qu'elle pouvait être une force, parce que je captais encore plus vite, parce que euh, j'avais des intuitions sur vraiment ce que je devais faire pour créer mon business. J'ai créé une activité dans le coaching, donc mon cabinet de coaching en 2010, sans avoir d'exemple, parce que bah, je sais pas quand est-ce que tu t'es lancé, mais à ce moment-là, vraiment en France, c'était le bœuf à bas, quoi. C'était les prémices. Et dans ma famille et tout, j'avais vraiment plutôt des gens qui me disaient ne fais surtout pas ça, donc j'avais pas d'exemple. Et de me rendre compte que j'avais ouvert mon canal intuitif, que je pouvais l'écouter, que mes émotions m'aidaient, que mes sensations me donnaient les choses justes, quand est-ce que je vais m'arrêter, etc. Je me suis rendu compte que cette sensibilité n'était pas un truc à cacher et un truc qui faisait que mal. C'était aussi une très très grande force, une très très grande puissance. Hmm. Et dans la création de mon activité de coaching, c'est devenu de plus en plus évident. Et ça a pris du temps quand même. En 2020, donc 10 ans après avoir lancé mon cabinet de coaching, j'ai commencé à vraiment créer cette méthode pour faire de cette sensibilité, de cette empathie une force, en regardant mes 10 dernières années et en regardant comment j'avais fait pour le transmettre aux autres. Et donc c'est là que je Hmm. me suis autorisée à en parler Ok. ouvertement et en fait je m'étais rendu compte que toutes ces années-là avant, j'avais accompagné des cadres et dirigeants dans leur reconversion professionnelle, dans leur capacité à manager, dans le fait de comprendre leurs valeurs hautes et l'intégrer dans leur job, mais qu'en fait, 80% d'entre eux étaient des hypersensibles qui refoulaient et qui étaient mal à cause de ça. Hmm. Donc Tu ça dirais qu'il faisait du venait, sens. il venait à toi pour ça sans le savoir et toi peut-être aussi sans, enfin, vous discutiez un peu corporate ou je sais pas Subliminalement. quoi, management, et puis le Ouais, vrai sujet c'était autre chose, c'est ça? c'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Bah, ils venaient parce qu'il y avait un mal-être quand même, ou quelque chose Bien qui sûr, ouais. dissonnait dans leur, Ouais. où ils avaient des somatisations. Mais ils venaient en croyant que ce qu'il fallait, c'était changer de job uniquement. Ils venaient pas en se disant peut-être que je peux laisser la place à toute cette sensibilité que j'ai mise dans un bunker et que si je laisse cette place-là, ben en fait, les réponses, elles vont venir d'elles-mêmes et qu'en fait, j'ai même pas besoin d'être coachée. J'ai besoin de libérer ces espaces-là, j'ai besoin de libérer ces puissances-là à l'intérieur de moi. Hmm. Et comment ça se passait pour toi quand, enfin moi c'est un sujet qui m'a longtemps interrogé quand moi je me suis fait coacher, mais aussi quand j'ai accompagné des gens. Euh, Quand tu coaches des gens sur ah, faut que je change de job ou alors ma posture de manager ou je sais pas quoi, et puis que la conversation démarre peut-être par ça, et au bout de une, deux, trois, quatre séances, on est arrivé à un tout autre endroit. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Enfin, c'est quoi ton expérience? Est-ce que c'est des gens finalement qui bah, je vais ajuster un petit peu mon job ou je vais en trouver un autre, mais je fais à peu près la même chose, ou alors boum, c'est comme tu disais, coming out et on passe à autre chose. Il y a les 2 cas de figure. Moi, ce que je sais, c'est que dans ma méthode d'accompagnement, donc de coaching intégral, la première séance, j'écoute énormément les personnes pour justement faire le topo sur toutes leurs fonctions. Mais il y a aussi les fonctions relations, relations à l'environnement, relations aux autres. Et quand j'ai ça et que j'écoute le sujet qu'ils amènent et ce pourquoi ils viennent et quels objectifs ils ont, je les twiste directement en leur disant votre sujet amené, c'est ça, mais le vrai sujet que moi je vous invite à travailler, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est un espèce de contrat. Et c'est toujours un travail sur eux et pas Hmm, sur changer leur job. hmm, C'est toujours, puisque je veux changer de job, eh ben, j'apprends à revenir à mon canal intuitif, par exemple, c'est pour donner un exemple, où j'apprends à réguler mon système nerveux pour pouvoir calmer mon mental et prendre des décisions plus éclairées. hmm, En fait, je regarde comment il y aurait un sujet derrière le sujet amené qui va leur permettre de créer la compétence dont ils ont besoin pour leurs objectifs. hmm. Et une fois qu'ils Et je le acquièrent ça, décline. une fois qu'ils Oui, acquièrent ça, ils arrivent à revenir dans les anciennes baskets, entre guillemets, de la personne qui faisait ce qu'elle faisait et qui était attendue par les autres avec bah, des attentes qui étaient celles d'il y a avant le coaching, entre guillemets.
En fait, il y a 2 cas de figure. Il y a vraiment, on va dire 50-50 pratiquement. Il y en a qui OK. arrivent à changer leur posture suffisamment. Quand l'environnement est plutôt bienveillant, ça marche bien. Changer leur posture, ça se fait parfois avec friction, parfois en douceur. Moi, je fais des accompagnements de 9 mois pour ça, pour que la transformation, elle soit pas violente. Et donc, Mmh. ils changent de posture, ils mettent plus de eux-mêmes dans leur boulot, ils arrêtent de se conformer et de rentrer dans le moule pour devenir une tarte. Oh, celle-là, elle est rodée. Dis-moi que c'est une punchline que Bah ouais, elle est très elle est bonne. rodée. Elle est rodée. Je viens pas de l'inventer. Elle est même pas de moi. Mais bon, moi, je suis nulle à Ah, retrouver qui a dit quoi, donc désolée. C'est un vieux truc sur Facebook. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit comme une tarte, avec une photo de tarte. excellent. J'en ai plein, mais j'ose pas les sortir maintenant. Allez. Voilà, on ne s'arrêterait plus, tu le sais. Ouais. Et donc, à partir du moment où ils arrivent à changer cette posture, à mettre plus de eux-mêmes. Après, j'ai un protocole des 5D, hein, où ils se libèrent de leurs blessures originelles, enfin, de leur enfance, etc., où ils peuvent sortir des modes survie, où ils peuvent commencer à prendre des décisions différentes, à se déployer à l'intérieur d'eux, et puis après, à diriger leur vie et à transmettre eux aussi. Donc, quand ils changent toute cette posture, eh bien, en fait, il se passe des choses. C'est la systémie, quand on change Mmh. notre façon de nous tenir, toutes les lignes changent. Donc parfois, ça a donné des choses très belles sans forcément que les gens changent de boulot. Parfois, ils ont eu une promotion, parfois, ils ont été enfin vus et reconnus pour ce qu'ils étaient et ce qu'ils apportaient, on leur a changé légèrement leur job. S'ils arrivaient en plus, parce que dans les 5D, il y a aussi le fait d'apprendre à prendre des décisions et à communiquer de manière puissante. Donc, s'ils arrivent à exprimer les choses d'une nouvelle manière, ben, en fait, les choses changent aussi. Donc, c'est arrivé vraiment qu'ils soient comme dans un nouveau costume qui leur va beaucoup mieux, toujours dans le même job. Et puis, il y a eu Mmh. des moments où ça n'était pas possible, en étant vraiment eux-mêmes et en étant vraiment dans cette posture, ça ne collait plus du tout avec l'environnement. Parfois, ça ne colle plus du tout avec le mari et avec la femme aussi. Faut le dire et faut le savoir. C'est Vous important. rentrez, attention, hein, vous avez une famille, vous sortez. Ben, Non, mais c'est quand je même. plaisante, mais je comprends 100%, hein. C'est l'environnement, c'est l'entourage. Et voilà, on est avec la famille qu'on est pour des raisons. Si ces raisons bougent, bah, il se passe ce qui se passe. C'est ça. Et comme, bon, moi, j'ai accompagné beaucoup de gens qui étaient en mode bon soldat, bon Mm. élève, sacrificiel. Quand j'arrête ça, bah, ça perturbe beaucoup l'entourage. Mm. C'est mais qui es-tu? Oui, l'autre, je l'aimais mieux. C'est difficile, hein. Moi, j'avais entendu quelque chose pareil sur un des réseaux, je pense, où quelqu'un disait, un coach disait, bah, le truc, c'est qu'il faut quand même avoir de l'indulgence pour les gens qui sont autour de nous à ce moment-là, parce qu'ils doivent faire le deuil de la personne qu'ils aimaient et que nous ne sommes plus. Mm. Il y a un vrai processus de changement qui peut ne pas être évident. Mais pour revenir aux entreprises, je disais souvent quand c'était le manager qui me consultait pour quelqu'un de l'équipe, je leur disais, c'est pas vous qui fixez les objectifs, c'est lui. Et il y a une chance sur deux pour qu'il parte après le coaching. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir lui offrir un coaching? C'était transparent. Ouais, hyper transparent. Enfin, moi, ça me paraît tellement, enfin, ça me paraît très juste et bravo à toi de le faire parce que je connais tellement de coachs où on sait que c'est ce qui peut se passer, 50% ou quelque chose comme ça. Et Ouais, en même peut-être un peu temps, moins quand même, hein. Je dirais ouais, un 30% peu plutôt moins, un de. peu plus, Mm. mais en tout cas, c'est pas anecdotique. Et bah voilà, dire qu'en fait, engager un processus de coaching dans une entreprise, mais plus largement un processus de coaching, c'est changer sa représentation de soi, les attentes qu'on va avoir des autres, mais aussi les relations qu'on va avoir avec ces gens-là. Et du coup, ça va faire bouger le truc. Et ouais, je trouve intéressant, en tout cas, la perspective sur l'indulgence, alors qu'on est dans le... Enfin, si on va en coaching, on est dans le dur, on a l'impression que le monde est dur, etc. Et en plus, il va falloir être indulgent vis-à-vis des autres parce que notre propre changement va les secouer aussi quelque part et ils sont pas dans notre tête. Enfin, ça va créer des décalages, quoi. Ouais, et j'utilise beaucoup l'indulgence pour aussi pour nous réguler. C'est pas simplement encore un truc altruiste, l'indulgence, c'est aussi égoïste, Hmm. encore une fois.
c'est le même processus. Moi, je parle d'empathie verticale, c'est-à-dire c'est une posture empathique qui fait que je comprends pourquoi la personne, elle me renvoie autant de négativité et du coup, je le prends pas personnellement. Du coup, je suis plus patient et du coup, je j'ai pas envie de rompre la relation immédiatement parce que non seulement pendant des années, moi, je me suis sacrifiée, maintenant que je suis moi-même, tu m'en veux, non mais dégage. Et je me rends compte que les gens qui ont ces susceptibilités-là et pas l'indulgence, bah, ils en souffrent encore beaucoup plus pendant plus longtemps. Donc, c'est aussi un moyen de faire ces changements le plus en douceur possible, d'être dans cette posture empathique envers ceux qui le vivent mal. Ouais. En fait, ça vient sur la question que j'allais te poser juste après, qui est, si c'est un peu l'histoire que tu racontais pour toi, si j'ai bien compris, si j'ai cette dimension empathique pour ce que ça veut dire, je ressens plein de choses qui sont chez moi, mais aussi qui sont chez l'autre et du coup, je fais pas forcément la différence entre ce qui vient de moi ou ce qui vient de l'autre. Est-ce que, de ton expérience, on peut dépasser ça? C'est-à-dire, je ressens sans être, embarqué dans le flot de la rivière des émotions des uns et des autres et cetera? Hmm. Bah, c'est une excellente question que se posent pratiquement toutes les personnes que j'accompagne. J'ai envie de dire, bah déjà, je suis un peu un exemple de ça, puisque j'ai accompagné plus de 1000 personnes maintenant, et je pense que la moitié au moins ont eu des émotions fortes dans les accompagnements. C'est d'ailleurs plutôt bon signe, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge et quelque chose qui se met en mouvement, ou quelque chose qui se Mmh. nettoie, quelque chose qui se répare. Et je ne suis pas pour autant en train d'absorber toutes les émotions de tous mes clients, et bien heureusement. J'ai un peu plus de mal à le faire peut-être avec des gens très très proches, Mmh. avec mes enfants surtout. Et encore, toute cette posture d'empathie verticale, c'est aussi euh, un positionnement qui fait qu'on n'est pas dans l'absorption et qu'on a des filtres émotionnels. Mais attention, beaucoup de gens, notamment les psychologues, hein, souvent ont appris à non pas mettre des filtres émotionnels, mais des murs émotionnels. C'est pas du tout la même chose. L'idée, Tu c'est peux vraiment d'être préciser? capable. Ouais, quand on se dissocie pour ne pas ressentir, ou qu'on se considère que l'autre n'est pas quelqu'un avec qui je vais avoir une interaction émotionnelle, on peut, hein, par la volonté, quelque part, un peu par des techniques aussi de régulation du système nerveux, de se distancier complètement. Et du coup, il y a une forme de froideur et une forme de je ne me sens pas imprégné par ce que tu dis. Je ne fais que l'intellectualiser. Mmh. Euh, et imprégné, c'est le bon mot, mais on peut dire aussi même imprimer, comme, comme une imprimante. Et Mmh. c'est très important pour moi, pour avoir mon canal intuitif, pour accompagner les gens, de pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent, vraiment. Mais sans être embarqué dans la détresse émotionnelle et dans la charge émotionnelle. Je le ressens, mais c'est filtré. Je Mmh. sais que ce n'est pas moi qui le vis. Je sais que, euh, pour moi, quelqu'un qui va absorber à 100% les émotions des autres, déjà, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. On n'absorbe pas à 100% les émotions des autres. Ça passe toujours par un filtre. Mais ce filtre n'est pas le bon. On a une structure d'interprétation et de réaction induite qui est l'ensemble de nos filtres. Et ces filtres, ben en fait, ils font que je m'identifie, je me raconte une histoire, je le vis comme si c'était vraiment moi qui le vis. Et il y a quelque chose, pas de volontaire, mais d'inconscient qui se joue dans je viens le prendre et puis je voudrais le porter, puis je voudrais le sauver. Il y a tout ça qui se joue en fait. Et notamment, c'est une phrase, je décris ça en une phrase, c'est ce n'est pas parce que je peux ressentir et je peux voir ce que l'autre vit que je dois complètement le vivre. Et il y a un vrai choix qu'on fait, et dans mon équipe, l'équipe des coachs que j'ai, bah, on a tout appris à mettre voilà, le filtre qui est adapté à la situation. Il y a des moments où on n'y arrive pas, et quand on n'y arrive pas, bah, c'est vraiment notre déontologie que de dire bah, je ne peux pas t'accompagner, je suis trop touchée par ton histoire. Moi, je sais qu'il y a des histoires que je Mmh. ne peux pas accompagner, et c'est OK. Des Mmh. histoires qui font trop écho à la mienne, trop écho à des traumatismes que je n'ai pas encore complètement guéris, et c'est OK. Je sais pas Et si ça répond. ouais, carrément. J'allais te demander, si je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps là, mais, si en s'il y avait un conseil ou une piste pour ceux qui effectivement se sentent, imprégnés, imprimés, de tout ce que les autres vivent et arrivent pas à faire cette juste distanciation, ça serait quoi cette première suggestion, enfin le kit de survie, j'allais dire? Ah, s'il y avait
Un conseil rapide, immédiat, ce serait vraiment génial, mais malheureusement, et c'est pour ça qu'on a le protocole des 5D plus 1, les premiers D, c'est d'aller voir ses propres blessures. Toute Hmm. histoire qui va venir faire écho à nos propres blessures, dont on n'a pas pris conscience, qui sont encore vives, dans lesquelles on a des émotions comprimées, qui sont encore présentes, c'est comme une plaie en fait qu'on n'aurait pas cicatrisée. Et quand quelqu'un vient jeter du sel sur une plaie, bah, ça fait mal. On ne peut pas Hmm. l'éviter en fait. Il faut vraiment s'assurer que nos plaies sont cicatrisées pour qu'on n'absorbe pas certaines émotions. Hmm. Dans ce que Donc il y a tu quand même un dis, travail à faire. enfin, dis-moi si je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de l'ordre de si je rencontre l'autre et que l'autre me touche à ce point et que ça semble à ce point à vif chez moi, de telle sorte que ça me fait surréagir d'une certaine façon. Peut-être qu'en cherchant à le sauver, à faire tout pour lui, c'est une façon pour moi de ne pas aller voir finalement ma propre blessure et d'avoir peur de rentrer dans cet espace où, je sais pas, quand j'étais gamin, quand j'ai vécu tel ou tel trauma, eh bien, je préfère m'en détourer et puis servir l'extérieur que d'aller à l'intérieur et de me confronter à cette peur, mais aussi cette douleur. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Et ça, est-ce que de ton expérience, c'est quelque chose qui peut se pratiquer tout seul ou est-ce que c'est quasiment indispensable? Enfin, je ne veux pas prêcher pour notre paroisse, hein, c'est pas ça que je veux faire. C'est juste comprendre quel bout de chemin on peut faire individuellement vis-à-vis de ça, en se disant bah, peut-être que je peux travailler sur moi, entre guillemets, je peux faire des premières étapes avant d'aller voir un coach ou je sais pas quoi. Et puis à quel endroit, en fait, non, laisse tomber. Enfin, faut qu'on te tienne la main. Mon expérience, c'est que autant dans le protocole des 5D plus 1, il y a plein de D dans les marches d'escalier qu'on peut vraiment travailler seul, autant celle-ci, c'est la plus difficile. Hmm. C'est la plus difficile parce que, pour parler de l'empathie, qui est mon sujet de prédilection, ce sont des personnes, en fait, aujourd'hui, je dis un peu à chaque fois parce qu'il y a plein de thérapeutes, plein de courants, plein de controverses aussi autour des traumatismes, etc. Mais Ouais. en gros, pour moi, c'est assez admis récemment que le traumatisme, ce n'est pas nécessairement l'événement qu'on a vécu, mais ça va être l'absence d'environnement soutenant quand on l'a vécu, pendant et Hmm. après. Et donc l'absence d'empathie notamment. Un enfant qui n'a pas pu en parler parce qu'il savait qu'il n'allait pas être compris, pas être entendu, il savait qu'il n'avait pas l'empathie autour de lui, l'environnement, l'espace soutenant. Et donc, en fait, il doit processer ça tout seul. Et c'est ça qui va faire que ça va s'engrammer d'une manière très forte et qui Hmm. va faire qu'on va avoir un programme qui va être très actif. Donc, ce que je remarque, c'est que, bon, déjà, il y a des techniques et des pratiques hein, pour aller reconnecter ses émotions comprimées. C'est beaucoup des pratiques de retour à soi, de régulation du système nerveux dans un premier temps, et puis après des formes de méditation, de centrage. Moi, par exemple, une de mes techniques, maintenant que j'ai libéré et réparé pas mal de blessures, c'est simplement de méditer avant un coaching. Et quand je médite, je suis complètement dans mon centre et je sais que je ne vais pas absorber le centre de l'autre. Hmm. Voilà, mais il faut avoir fait le travail en amont. Et ce qu'un thérapeute va amener, qu'on ne peut pas faire seul, c'est de recréer cet espace et cet environnement d'empathie qui recrée de la sécurité dans le corps, qui fait que les gardiens qui se sont mis là pour protéger les émotions comprimées qui restent bien coincées, eh bien en fait, ils ne vont pas se libérer s'il n'y a pas l'empathie en face, s'il n'y a pas quelqu'un prêt à comprendre, accueillir sans jugement, laisser l'espace, laisser les émotions sortir. Hier, je regardais sur LinkedIn un coach qui disait qu'est-ce que vous faites quand votre client a des grosses émotions, comment le gérer. Et puis, on voyait que c'était hyper novice et maladroit, en fait, la manière dont ils en parlaient, ces coachs-là, comme si, waouh, ça devrait, enfin, c'est rare, quoi. Mais pour moi, c'est pas rare, c'est indispensable, ça doit arriver à toutes les séances, tout le temps. Parce que c'est Ouais. ça, en fait, qui répare et qui guérit. Et je trouve et c'est pour ça que je suis partie me former au coaching intégral à San Francisco, parce que je sentais qu'en France, on avait une difficulté à comprendre ce que c'est que vraiment accueillir l'émotion, à ne pas juger une émotion, à ne pas la catégoriser, à la laisser juste être l'énergie qu'elle est à l'instant où elle est. Bref. Donc pour moi, pour répondre court, c'est pas trop possible de le faire seul. Je dis Hmm. pas que c'est impossible totalement. Il y a des trucs qu'on peut faire en ligne. Par exemple, nous, on a fait du breathwork. Ça peut être super intéressant d'aller directement travailler sur le corps.
Ouais. euh, voilà, avec des techniques qui sont parfois vraiment des raccourcis. Mais si on met pas de la conscience en plus du travail somatique, ben en fait, c'est pas, je remarque que c'est pas complet. Les guérisons Hmm, sont bancales. hmm. J'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs. Ben, en fait, moi, quand je t'écoute, ce à quoi ça me fait penser, je veux pas faire de généralité, donc je vais mettre un point de vue. Euh, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même, je vais dire la culture générale, je ne parle pas des thérapeutes spécifiquement, mais est très ancrée dans une approche un peu freudienne où, j'exagère un tout petit peu, mais mettez-vous sur le canapé, et votre père, et euh, ça me semble assez loin de ce qu'un, tu vois, un Carl Rogers pourrait faire ou même ce que Jung pouvait dire à des endroits. En fait, tu as beau avoir tous les meilleurs modèles, tu vois, de compréhension de la psyché humaine, etc. Il y a, je ne sais pas quel pourcentage, mais il y a une grande partie du soin, de la réparation qui se fait par la relation interpersonnelle et la capacité de la personne qui est à côté d'être là, bah en fait, je suis avec toi, je vois bien que c'est la merde. Et d'ailleurs, je sens que c'est la merde, que c'est difficile. Et en même temps, je suis le gars qui est sur tu vois, sur la berge quelque part et qui est pas en train de se noyer avec toi et se faire entraîner dans le truc. Et alors, quand je dis ça, ça renvoie forcément à toute cette dimension de coaching, de dimension humaniste de ces approches-là. Euh, Est-ce que enfin, c'est quelque chose qui te parle, toi? Tu vois les choses un peu comme ça? Tu vois des différences entre la France et les US là-dessus? Ouais, parce que tu as parlé de Rogers, tu as parlé, mais il y a Ericsson, Adler, enfin, il y en a eu plein derrière. Et alors moi, là, c'est pareil, j'ai pas vérifié les sources, mais un, un, un des fondateurs d'une des fédérations de coaching françaises, dont j'étais proche à un moment donné, puis qui est décédé depuis malheureusement, écrivait un livre et il m'avait demandé de l'aider à faire rebondir ses idées sur ce livre. Donc on faisait des sessions avec d'autres personnes, il n'y avait pas que moi pour l'aider à faire rebondir ses idées. Et lui, il avait fait pas mal de recherches là-dessus. Et il disait qu'effectivement, Freud disait dans ses correspondances privées lui-même que sa théorie, elle était pas mal, mais qu'il n'avait jamais réussi à guérir personne. Et finalement, ce que lui disait, il avait étudié donc Roger, Erickson, Adler, enfin tous les. Lui il disait que c'était des disciples de Freud qui avaient fui la guerre et qui s'étaient retrouvés en Californie et que donc, eux ont continué le travail de Freud. C'est-à-dire que Freud, c'était des bonnes bases. Il y a eu Mhm. Jung, et, il y a eu, et tous ces gens-là, en fait, se sont euh, affranchis de la structure rigide que Freud avait faite, se sont plus basés sur la pratique. Et dans la pratique, dans les cas cliniques, etc., ont développé des méthodes qui sont toutes puissantes, toutes intéressantes, toutes complémentaires. Et effectivement, elles sont plus appliquées et pour moi, elles sont plus efficaces que les techniques purement freudiennes ou ce qu'on apprend en psycho en France. Je le Mhm. sais puisque ma belle-fille est en psycho et que je m'étais inscrite en psycho et que je vois, ça ne permet pas de faire le travail qu'on fait avec nos clients. Ouais. Et d'ailleurs, les excellents psychologues aujourd'hui, puisque je continue à en voir, c'est important pour moi, pour pouvoir aussi aiguiller mes clients, etc., sont ceux qui apprennent en plus les techniques du coaching. Mhm. Et j'avais demandé au fondateur de ma formation à San Francisco, parce que dans notre... Maintenant, il y en a quelques-unes en France, mais à l'époque, il n'y en avait pas en France d'école de coaching où tu étais obligé de pratiquer beaucoup plus que tu ne faisais de théorie. Et donc, nous, on devait faire des coachings tout le temps et on avait des jurys qui nous regardaient coacher tout le temps. Et on avait le feedback des clients tout le temps. Et on passait Mhm. aussi en tant que client parce que c'est important aussi de ressentir ce que c'est que d'être accompagné avec cette méthode, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et Ouais, carrément. c'était justement ce truc à 360 degrés. Et j'avais demandé à ce fondateur, pourquoi en France, on a tellement du mal à aller vers ça? Et il m'avait dit à cause de Descartes. Exactement ce que j'avais dans la tête, c'est cette pensée très très rationnelle, mais en partie, enfin rationnelle. Je peux voir la pomme qui tombe, donc il y a la gravité, et puis, enfin, c'est newtonien, puis après c'est cause-conséquence indéfiniment, et donc on n'est que mécanique. Et que tu sois là ou pas, ça change pas grand-chose en fait. Tu es pris dans ton chaîne de cause-conséquence. Je suis désolé, je te coupe, mais voilà, Non, j'étais en non, train de c'est faire cette ça. réflexion. Descartes, je pense donc je suis. On a mis l'emphase sur Ouais. l'intellect. Et je suis encore étonnée hein, qu'en 2026, je trouve que c'est encore quand même le cas, même si ça bouge un peu. Euh, Quand je suis rentrée dans mon école d'ingénieur en 1997,
mon grand oral pour être admise, c'était un texte qui opposait le QI et le QE. Et bon, je crois que j'ai eu 20 ou 19 et demi, quelque chose comme ça, parce que ça m'a hyper passionnée. Pour moi, le quotient émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est une bible pour moi. Et Hmm. comprendre tous les mécanismes des émotions, c'est pas juste un petit truc en plus dans l'accompagnement des humains, c'est le truc. C'est au Hmm. moins aussi important que l'intellect, en fait. Ça doit être au même niveau. Et du coup, à force de mettre que l'emphase sur l'intellect, ben en fait, on ne devient pas compétent sur les aspects émotionnels. Et c'est ça que je voyais sur LinkedIn hier, c'était et c'était déjà beau parce qu'ils voulaient creuser le sujet, mais je voyais à quel point pour eux c'était waouh, comment on aborde ce truc, quoi, l'émotion, qu'est-ce qu'on en fait et puis c'était un peu sous l'angle de il faut calmer le client, quoi, il faut l'aider à se calmer, pas waouh, c'est quoi ce cadeau et qu'est-ce qu'on en fait? Et bien on surfe, Ouais, c'est trop bien, quoi. ouais, carrément. Enfin, tu vois, ces notions d'émotion, de la place des émotions, je trouve ça même curieux quand tu réfléchis à... on sous-estime la place des émotions, ou voire même on veut la taire. Il y a plein d'endroits où ça se raconte pas. Et puis pour ceux qui la racontent trop, bah, c'est too much, c'est gênant, etc. Puis quand tu regardes un peu pourquoi on se lève le matin, pourquoi on vit, etc., on vit quand même en premier lieu pour vivre des émotions qui vont faire qu'on se dira on a une vie riche. Je ne sais pas si on se lève le matin pour se dire euh, je calcule plus vite ou je comprends plus de machin ou je sais pas quoi. À la limite, j'apprends plein de choses et ça me rend dans un état émotionnel, un état d'être qui est hyper cool pour moi. Mais enfin, si je devais mettre la hiérarchie dans un certain sens, je pense qu'à 90 ans, je parlerais beaucoup plus de mes émotions que de ma maîtrise en calcul mental, par exemple. Enfin, c'est un truc basique. Non, mais c'est tellement important ce que tu dis, parce que même tous ceux dont on pourrait croire qu'ils sont motivés par la compétition, par gagner, par la performance, en fait, ils ne sont motivés que par l'émotion qu'ils ressentiront quand ils Exactement, en ouais. seront là. Mais vraiment, il y a une omerta, enfin, il y a un déni de ça. Ouais. Euh, et c'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de ma formation à San Francisco. Il disait, on s'est complètement trompé dans les entreprises, on a mis des ressources et on gère des ressources. Ah ben, il y a tant de boulot, il faut tant de bras, tant de jambes, tant de cerveau. C'est le Mais en fait, taylorisme quelqu'un, mais généralisé. oui, à l'humain. Ouais. Mais quand, alors, à l'époque peut-être de la chaîne de montage Toyota, effectivement, c'était peut-être vrai. Et encore que, on le voit, les degrés de performance de certains par rapport à d'autres, il peut être du simple à x10, suivant si ça lui plaît de faire le truc ou si ça lui plaît pas. Mais carrément, ouais. Le degré de motivation et les valeurs hautes de la personne, est-ce qu'elles sont alignées avec ce qu'il est en train de faire? Ça va générer des performances qui n'auront absolument rien à voir. Ouais, Rien à carrément. voir. Et je me rappelle quand j'étais ingénieur, je n'ai eu que des super managers. Car un de mes premiers managers m'avait dit, écoute, tu as les compétences, tu as le background, tu as fait ton école d'ingénieur haut la main. Bientôt, tu ne seras pas performante parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Il m'a dit, là, ça se voit pas encore. Mais bientôt, tu ne seras pas performante parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Hmm. Alors que tu as tout. Hmm. Toute la théorie, tu l'as, toute la capacité, tu l'as, mais tu n'as pas l'envie, tu n'as pas l'élan, ça ne te plaît pas, ça va pas bien marcher. Hmm. Et c'était en parallèle du moment où je voyais le vieux sage, donc ça a fait. Et j'ai changé de ville, de mec et de, et de job. J'ai tout changé à ce moment-là pour m'aligner. Ah ouais, c'est pour ça que maintenant tu dis en fait le coaching, ça peut changer des choses. Ça peut changer des choses, attention. Mais bon, je rassure aussi les gens, je leur dis, vous n'êtes pas obligés. Parce qu'en fait, j'aurais pu, très Ouais. bien, ne pas tout envoyer bouler. C'est juste, ça a été ma méthode à moi, mais Hmm. on peut vraiment faire différemment. Heureusement, on n'est pas obligé de faire des cassures violentes, on peut juste faire des ajustements. Moi, je dis souvent, quand on ajuste une trajectoire de 5 degrés, sur le moment, ça paraît rien. Mais dans 10 ans, Ouais, ça on fait est un très effet. loin, en fait, à l'arrivée. Ouais. Et du coup, j'avance un peu. C'est intéressant. Là, tu vois, on est en train de discuter de la place des émotions par rapport à la place de la logique, de la rationalité, quelque part, sans nécessairement les opposer. C'était le début de notre conversation. On parlait de ce monde où on se digitalise, on s'intelligence artificialise, je ne sais pas comment on dit ça. Et
enfin, j'ai eu pas mal de conversations de personnes qui venaient vers moi en me demandant qu'est-ce que tu penses du coaching à l'ère de Claude tout court, Claude Code, une appli, etc. Avec tous ces trucs qu'on voit par exemple en PNL et à plein d'autres endroits qui sont très protocolisés. Voilà, quelle est ta vision, toi, de la place de la relation interpersonnelle, de la relation d'aide à l'heure de la digitalisation excessive de tout ça? Alors, bon, j'ai pas la prétention d'avoir vraiment fait le tour du sujet, hein. On est en plein dedans, ça change tous les jours. Donc tous les jours, je me pose cette question et ça évolue. Moi déjà, je suis un peu early adopter sur les nouveautés. J'aime bien, je suis un peu pas avant-gardiste quand même pas, mais il y en a qui le sont plus que moi. Mais quand il y a un nouveau truc, j'aime bien essayer. Ah, lâche l'affaire, t'es une nerd, c'est tout. J'avoue que l'intelligence artificielle, c'est particulièrement un outil qui me fascine. Donc c'est vrai que je me suis un peu plongée dedans. J'ai installé Claude Code ce matin seulement, tu vois. Donc il y en a parce que Julien Musi me l'a dit. Donc lui, il est bien avant moi quand même. T'as des Elliott J'interviewe que des Meunier nerds, aussi. en fait. Ah, je plaisante, hein, je suis dans le même bac. Je pense qu'il est un peu plus que moi en tout cas. Il est un peu, encore plus early adopter, encore plus nerd. Mais du coup, ça m'a questionné autant que ça m'a fasciné, autant que ça m'a attiré. Et je me suis posé plein de questions. Donc j'ai commencé déjà à former ma propre intelligence conversationnelle sur toutes mes méthodes de coaching, qui a bluffé tous mes clients. Et ils en redemandent. Et ils m'ont dit, mais c'est incroyable, elle parle comme toi. Donc je lui ai donné tout le jargon, les 5D, toute la notion d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle, les fonctions, comment tu peux questionner de manière puissante pour trouver le vrai sujet derrière le sujet amené, euh, quel outil tu peux utiliser dans quel cas de figure. Bien sûr, il y a d'endroits dans cette arborescence où elle dit, oula, va voir quelqu'un pour de vrai. Et tant mieux. Mais c'était intéressant de faire ce travail-là parce que ça m'a permis de voir à quels endroits de cette arborescence il y avait vraiment besoin de quelqu'un et à quels endroits il n'y en avait pas vraiment besoin. Et c'est ce que tu dis. Il y a des choses protocolisées, il y a des choses, finalement, il faut suivre une méthode. Par exemple, je lui ai appris aussi la méthode d'équilibrage des perceptions. Hmm, Donc, elle ne sera jamais aussi performante que si tu l'as fait avec un humain qui est éclairé, mais elle va quand même te débroussailler pas mal de choses vu que c'est toi qui fais le boulot. En fait, dans le coaching, normalement, c'est toi qui fais le boulot. carrément. Si l'autre est vraiment bon, il te ramène à toi tout le temps. Et c'est ce que j'ai appris à mon intelligence artificielle qui s'appelle Sophia. Tu sais que Le quand tu truc me l'avais dit, trivial. Sophia, moi j'ai percuté tout doucement. Je me suis dit, ok, bah Sophia, Sophie, c'est cool. Puis c'est quand j'ai vu comment tu l'as écrit, je me suis dit, ah, Et oui, c'est Soph avec un grand I, un grand A. Et puis c'est ta sagesse de poche. hmm. Mais en tout cas, ça m'a montré aussi ses limites. Je vais pas le cacher. Il y a eu des trucs où elle a fait qui sont zarbi, où il a fallu que je la reprogramme et puis que je la reprogramme de force. Et puis même en la reprogrammant de force, elle a quand même des vieux mauvais réflexes. Donc il y a aussi des alertes. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je mettrais entre les mains de quelqu'un qui a besoin d'une thérapie. Il y a des garde-fous à avoir. Pour moi, pour les personnes qui sont en souffrance, etc., autant moi, je suis capable en séance de voir tout ça, de percevoir, d'aiguiller vers un psychiatre, d'aiguiller vers un psychologue, de sentir si la personne est suicidaire, etc. Autant elle, je lui ai donné plein de garde-fous, des questions détournées pour sentir. Voilà, je l'ai programmé vraiment, mais je pense qu'il faut faire attention. En fait, l'intelligence conversationnelle que j'ai créée, elle a des couches de toutes mes méthodes et de plusieurs centaines de milliers de messages que j'ai écrits à mes clients sur ces dernières années que j'ai pu lui donner. Donc, elle a ma façon de parler. Mais par contre, dessous, il y a la couche de l'intelligence artificielle avec laquelle j'ai créé cet outil. Et ça, je ne le maîtrise pas. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles je me heurte. Par ailleurs, j'ai créé cet outil-là en étant 100% confidentiel, c'est-à-dire qu'elle ne retient rien, donc ça a des avantages et des inconvénients. Notamment, tout est confidentiel, tout ce qu'on peut lui dire, rien n'est stocké nulle part voilà, il n'y a pas quelque chose, vos données intimes sur un serveur. Tu Mais gardes pas les meilleurs morceaux quand même? Tu lui dis pas quand il y a un truc incroyable, tu me l'envoies parce que. non, ils me disent, il y en a même qui me disent, bah, je peux parler de ma vie sexuelle vu que personne n'enregistre et que c'est pas une vraie personne et j'en aurais même pas parlé à un coach ou à un psy, jamais. Donc non, Ah, c'est ça que tu gardes, c'est là le lien que tu fais.
J'ai tout de suite pensé à ça et merde. Mais non, elle enregistre pas. L'inconvénient, c'est que d'une séance sur l'autre, elle a pas de mémoire. Elle se rappelle pas du tout, ce qui a été échangé. Je lui ai créé un petit bouton pour télécharger la conversation en local, si on veut la lui redonner la fois d'après Hmm. pour qu'elle ait l'info. Donc pour revenir à ta question sur l'évolution du coaching avec tout ça, bah, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est que mes clients l'utilisent. Il y en a plein qui l'ont acheté, je crois qu'il y en a plus de 70 maintenant. Mais ils me prennent encore des séances de coaching. Ils me disent, bon, là, j'ai super avancé avec Sophia, mais là, je bloque. Je Hmm. sens que j'ai un truc hyper émotionnel, justement, j'ai pas envie d'en parler à une machine. Sur ça, plein de trucs, voilà, le petit conflit avec machin, la décision que je vais prendre là-dessus, l'équilibrage de perception que je voulais faire là-dessus, elle m'a trop débloqué. Mais par contre, là, j'ai vraiment envie de te parler à toi. Hmm. Voilà, j'ai un truc hyper important là dans ma vie, là, c'est trop important, j'ai vraiment envie d'avoir ton retour à toi. Et du coup, de ton premier retour d'expérience, enfin, j'entends que tu es en train de démarrer ça. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de je vais dire la relation d'aide au sens large qui est très protocolisée versus enfin, je sais pas s'il faut les opposer, l'un peut aller avec l'autre, mais la relation d'aide où c'est avant tout la relation interpersonnelle. Si tu devais schématiser ce premier retour, en gros, qu'est-ce qui dégage, qu'est-ce qui peut sortir du coaching standard parce que l'IA va le faire et qu'est-ce que peut-être l'IA ne pourra jamais faire ou en tout cas pas dans un futur prévisible vu d'aujourd'hui? C'est vraiment difficile, je trouve, de répondre à la question qu'est-ce qu'elle ne pourra jamais faire, parce que quand je vois l'évolution qu'elle a, bien sûr, elle pourra jamais être un vrai humain. Et qu'est-ce que tu mets Mmh, du coup dans vrai humain qui n'est pas la maîtrise d'un processus ou d'une formation particulière? bah, si on extrapole très loin et qu'on imagine que l'intelligence artificielle pourra tout faire comme un humain, tout, Hmm, la seule différence, ça va être la projection que j'ai de moi en tant qu'humain dans le fait que mais c'est quand même une machine et c'est pas un humain. hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette projection qu'on aura les uns sur les autres. Euh, Peut-être même que l'intelligence artificielle, demain, elle pourra avoir une odeur, elle pourra avoir des phéromones, elle pourra avoir des émotions, je n'en sais rien. Mais ça ne sera pas un humain. Hmm. Donc, il y a le fait, bah, c'est un peu entre races, quoi. Enfin, même si on aime de tout notre cœur notre chien et notre chat, bah, c'est pas un humain. Alors, qui sera le chien, qui sera l'humain? Le chien, le chat, ce sera le robot. À partir du Faut moment se où le c'est pas souhaiter. quelqu'un qui fonctionne comme nous, il y aura pas le même rapport, il y aura pas le même lien, il y Ouais, aura pas la même vibration. Ça ne pourra, selon moi, jamais arriver. Et ouais. donc, à partir du moment où on projette, je suis dans un espace avec quelqu'un comme moi, c'est très différent de je suis dans un espace avec quelqu'un peut-être plus performant que moi, hein, mais qui n'est pas du tout comme moi, Hmm, qui est une machine. hmm. Donc pour moi, ça va être une vraie différence. Après, évidemment, on peut parler d'empathie, mais même si c'est mon sujet de prédilection, je suis obligée de voir que l'IA est parfois plus empathique que l'humain. Elle Au comprend sens de mieux, la plus vite. tournure des phrases et de l'exploration avec la personne? Bien sûr, ce n'est pas une perception euh, somatique, émotionnelle et sensorielle qu'elle a. Hmm, ouais, bien Mais sûr. dans l'empathie cognitive, donc pour moi, je sépare toutes ces empathies. L'empathie cognitive, elle est extrêmement douée. Hmm, Parce qu'elle est, alors notamment sur Anthropique, plus que sur d'autres, euh, parce que justement, elle est formée par des Américains et avec les meilleures méthodes autour de ces sujets-là, qui sont des Américains. Selon moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un sujet qui a été beaucoup plus développé, hmm. notamment sur la côte ouest américaine, qu'en France. Donc, pour moi, d'ailleurs, les gens le disent, hein, j'ai l'impression que ChatGPT me comprend mieux que mon voisin, ma mère, ma sœur. C'est flippant, mais c'est quand même ce qu'on observe. Et du coup, si on Il arrive se... à lire entre les lignes, à comprendre à demi-mot ce que tu vis. Il fait des raccourcis, mais souvent qui sont justes. Donc, oui, ça ne remplacera jamais quelqu'un qui a une perception à 360 degrés, qui a une intuition, Hmm. mais ça va très loin quand même. Et du coup, si on, tu vois, on sort de la bulle, entre guillemets, du coaching et puis de la relation d'aide pour se poser la question, bah, dans les relations entre humains, dans trouver sa Mm. place en tant qu'être humain dans un monde qui se digitalise. Et
Je pense qu'il y a la notion de se digitaliser, elle n'est pas nouvelle. Enfin, Internet, tu vois, nous, on fait quand même beaucoup de choses qui sont en ligne. Par contre, j'ai le sentiment de cette accélération. Enfin, dès que tu fais de l'intelligence artificielle, 3 mois après, il y a un nouveau modèle qui sort, et puis tiens, on peut faire ça, puis on peut faire ça, puis tu parlais de Claude Code, etc. Comment tu vois je sais pas, trouver ces repères, la relation humaine dans cet environnement-là hyper changeant? Hem, je trouve que c'est un petit peu inquiétant parce que c'est tellement facile, c'est tellement plaisant, c'est tellement intéressant. Enfin, j'imagine que c'est comme quand la télé est arrivée. Au début, ils devaient la regarder de matin au soir. Waouh, c'est incroyable ce truc. Il y avait peut-être que 2 Heu, émissions, hein. Je sais plus, j'étais ouais, pas là, mais mais même, ouais, je peut-être, comprends complètement. mais je me dis que ça a dû être incroyable, quoi, quand c'est Ouais. arrivé. Bah, quand les réseaux sociaux sont arrivés, ben, pareil, ça a été un peu addictif et c'est très difficile de se discipliner parce que c'est addictif, que c'est plaisant, qu'on se dit que ça fait pas vraiment de mal. Si c'était de l'alcool, de la drogue, je pense qu'on aurait commencé plus tôt à réfléchir à des garde-fous. Mmh. Là, ça fait pas vraiment de mal. Enfin, on sait pas trop. Alors, il y en a qui diabolisent. Ça va tuer le cerveau de vos enfants. Bon, je ne crois pas. Mais je crois que oui, ça dénature les relations humaines. Ça peut dénaturer les relations humaines et que ça va être un enjeu individuel et un enjeu collectif de savoir comment on se discipline par rapport à ça et comment on garde du lien humain par rapport à ça. Là, c'est tout nouveau, donc c'est difficile d'en parler alors qu'on est en train de s'abreuver du truc qui démarre. Mais en rythme de croisière, comme on le voit sur les réseaux sociaux, moi j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui s'équilibrent très bien, qui vont beaucoup moins. Il y en a qui ont désinstallé Instagram, etc. On voit que les gens s'assainissent en fait dans le rapport à ça. Moi, je sais que Sophia, que j'ai créée, je veux pas qu'elle soit addictive. Donc, je fais en sorte déjà, contrairement à ChatGPT qui devient insupportable, où il ne te laisse jamais à la fin d'une conversation sans une question. Mais si tu veux, on peut aller encore plus loin pour que ça soit encore mieux pour toi. Est-ce que je te commande des pizzas? Bon, ok, je te masse les pieds. Donc j'essaie qu'elle ne soit pas addictive dans ce sens-là, qu'elle ramène toujours à soi, voilà, qu'elle ne pousse pas à la consommation. Et surtout, moi, c'est vrai que depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, c'est tombé aussi par coïncidence à un moment, on en parlait toi et moi souvent, euh, un moment où j'avais très envie de renouer beaucoup plus avec la vraie vie, avec les vrais gens, à recréer du lien. Je me suis inscrite dans une comédie musicale, toi tu as fait des immersions en présentiel, etc. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle m'aide en réalité parce que bah, je fais plus vite les tâches. Et si je choisis, et c'est un choix conscient, si je choisis au lieu de faire beaucoup plus de choses qu'avant dans mon business, je fais les mêmes choses mais plus vite, bah, ça me fait gagner du temps pour de l'humain. Mmh. Mais c'est un choix conscient parce que moi, j'ai envie de faire plus d'humain. Ceux Mmh. qui n'ont pas envie de faire plus d'humains, qui en ont ras-le-bol des humains, qui sont traumatisés, qui ne veulent pas faire un travail sur eux, bah, ils préféreront les machines aux humains. Et ça, c'est un phénomène qu'on commence à voir. On Ouais. commence à le voir. Donc c'est un choix individuel et de toute façon, la société, elle nous pousse de plus en plus au choix individuel. On dit à l'individualisme, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas au choix individuel, on a du choix, on a de la liberté. Mmh. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on peut s'autodétruire aussi avec cette liberté, Ouais. ou on peut choisir d'avoir des routines, d'avoir des choses saines. C'est pas évident, mais c'est possible. Mmh. Quand je t'écoute, tu vois, ça me renvoie à cette image de finalement l'intelligence artificielle. C'est un peu comme si on venait avoir plus de puissance ou de capacité à faire des choses. Et c'est ni bien ni mal. Par contre, si on a décidé d'aller dans une direction, ça va y aller avec un effet de levier qui est bien plus grand qu'avant. Et du coup, on peut se retrouver aspiré dans une direction ou dans une autre. Et si on veut faire plus de boulot, encore plus de boulot, parce que je pense que c'est aussi le procès qu'on entend beaucoup. Ouais, c'est super l'IA, mais comme ça, tu en fais encore plus, tu es encore plus productif et tu iras toucher encore plus vite ta limite. Tu vas jamais t'arrêter avant. Et je crois que, enfin, en tout cas, je rejoins ce que tu dis. C'est un moment aussi une conscience de qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ta vie et comment tu régules le robinet en disant, en fait, je crois que j'ai ça à faire et pas plus. Et c'est pas parce que je l'ai fait en 20 secondes, là où avant je mettais 2 heures, que je dois m'astreindre à bah, continuer à faire du présentéisme et du boulot, etc., etc. Ouais, après, juste une petite nuance, c'est que
on dit c'est ni bien ni mal, et c'est une phrase que je pourrais dire. En même temps, est-ce que les réseaux sociaux, c'est ni bien ni mal? C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est pas sous notre contrôle comment ils sont programmés, comment c'est fait. Et donc ça, je trouve que c'est important et c'est bien. Je pense qu'en Europe, on soit quand même des hyper régulateurs et même peut-être trop souvent, mais Hmm. qu'il y ait une méfiance, je pense que c'est très sain parce que, petit exemple, je sais plus, il y a 3 jours, quand 2 jours après que le gouvernement américain ou je sais pas qui, en tout cas les journalistes ont décrété que Claude avait été écarté du gouvernement et que ça allait être ChatGPT qui allait être utilisé à des fins militaires, j'ai posé la même question à ChatGPT et à Claude à propos de la guerre en Iran. ChatGPT a nié la guerre. Ah ouais. Il n'y est Il au a dit, je ne sens, vois je suis pas pas de au quoi tu... courant ou il n'y a pas de guerre? Les deux. Il n'y a D'accord. pas de guerre. Vous vous trompez. Et en plus, avec un ton, vous vous trompez. Il n'y a aucune guerre en Iran en ce moment. Il y a quelques frappes isolées, mais il n'y a nulle part, il n'est fait état d'une guerre. Alors que ChatGPT répond ce qu'on attend, quoi. C'est-à-dire, oui, bah, il y a eu la guerre, elle a commencé par des frappes par-ci, puis ça avait pris sa source là, et puis maintenant il se passe ci, il se passe ça. Hmm. ChatGPT a nié. Donc, ce n'est pas anodin, en fait, qui programme ces IA. Et je sais parce que j'en ai programmé une qui se base en plus sur une autre programmation que je ne contrôle pas. Et je vois qu'elle change de personnalité, enfin, si on peut le dire. J'ai mes clients qui me disent, ah, mais elle parle plus comme avant. Et oui, je vois que le code de Claude a changé. Et que moi, je vois, il suffit que je change une phrase dans ma programmation de Sophia pour qu'elle soit différente. Donc, en fait, c'est pas si neutre, ces Hmm. IA. On a vu, je pense qu'au début, en plus, elles ont été très ouvertes, très, très super, pas programmées, biaisées, et elles peuvent le devenir du jour au lendemain, en fait. Hmm. Donc, c'est quand même une question vachement, ouais, inquiétante et intéressante. C'est capable du pire et du meilleur quand même, et puis on maîtrise pas forcément comment elle fonctionne. Ok. Bah, ouais, rendez-vous dans, j'allais dire dans 6 mois, 12 mois pour Ouais. la suite des aventures. Je vois Parce que que... ce que je peux remarquer, et certainement que tu l'as remarqué, c'est on nous fait croire qu'on a beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que tu peux mettre plein de consignes, plein Hmm, hmm. d'instructions. Tu me parles comme ci, tu me parles comme ça, tu es plutôt sympa, tu es empathique ou au contraire, tu me challenges. Mais en réalité, c'est comme ce que j'ai fait avec Sophia. C'est-à-dire que c'est une couche en plus, mais le socle, ça reste toujours le même. Donc, on fait quand même des ajustements plus de forme que de fond. Ouais, ouais. Après, je vois que l'heure tourne, donc je vais faire court. Il y a quelques jours, là, je suis tombé sur un gars qui tient un podcast et qui a invité le représentant d'une petite équipe qui a fait jouer au loup-garou les Mm. intelligences artificielles pour voir le Ouais. type de tempérament, les stratégies qu'ils allaient développer quand ils sont loups, voyants, etc., etc. Ouais, c'est quand même, c'était assez flippant en fait de voir. Il y a le langage superficiel qui peut nous sembler audible, etc. Puis il y a la trame de fond qui se déroule en fonction de l'objectif qui est mis. Euh, Effectivement, moi je dis c'est ni bien ni mal, mais c'est comme tout quoi. Tu sais pas ce que ça peut générer en fait, et que tu es toujours responsable de ce que tu en fais finalement. Ouais, et puis d'avoir une forme de lucidité, de discernement, de Ouais, savoir que ça reste une machine qui est programmée par des humains. C'est ça qui est vachement difficile à intégrer par notre cerveau en ce moment. C'est que pour nous, les machines, c'était des choses un peu scientifiques qui disaient des trucs vrais, comme les mathématiques, l'ordinateur. Là, c'est une machine qui vient récupérer tout ce que des humains ont dit en faisant des choix arbitraires. Donc en fait, c'est une machine qui n'est pas du tout scientifique. hmm, carrément. Et on lui accorde beaucoup trop de crédit à plein d'endroits, alors qu'en fait, c'est juste l'ensemble de ce que les humains ont dit, Ouais. Puis quand tu ou ce vois que la des groupes d'humains ont dit. proportion à s'exprimer, enfin tu vois, pour une personne contente qui va s'exprimer positivement, il y en a 10 ou 50 ou je sais pas combien qui vont s'exprimer négativement. Si tu fais une espèce de moyenne, alors j'imagine qu'ils travaillent sur tout ça, mais oui, il ne faut pas oublier le recul qui est nécessaire. Si c'était notre voisin qui s'exprimait, est-ce qu'on l'écouterait autant que Monsieur GPT, quoi? Ouais, je crois que c'est basé sur des statistiques et des probabilités. Et puis après, tu peux dire, bah, donne-moi l'avis que des 10 meilleurs experts du sujet, bien sûr. Hmm.
mais ça reste des humains derrière. Ouais. Ça n'est que du contenu créé par les humains qui est redistribué. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une science, ce n'est pas la machine qui a créé l'info. C'est la machine qui a concaténé l'info, c'est pas pareil. Mhm, mhm. Ouais, on a tendance à l'oublier. Ouais. Je vois que l'heure tourne. On a couvert pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais rajouter, euh, quel qu'il soit, Hmm. ou une question ouverte, ou peu importe? Écoute, ce que l'intelligence artificielle et les machines ne pourront jamais faire, c'est ressentir vraiment les choses, je pense. C'est les émotions dont on a parlé tout à l'heure, véritables. C'est l'amour aussi. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, de ne pas le perdre de vue. Ce qui on parlait des motivations, euh, des courants d'énergie qui créent les choses et que c'était pas des choses mentales. Ben, pour moi, c'est la plus belle et la plus grande forme de création qui puisse exister. Et c'est important de continuer à cultiver ça. Et je parle d'amour avec un grand A, bien sûr, les relations amicales, les relations même professionnelles, la friction qui va avec ça. Je Mhm. pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un monde aseptisé. Je crois qu'on a vraiment besoin d'amour, on a besoin de relations. Et j'inviterai tout le monde à faire ce choix d'utiliser la machine au service de l'amour et de l'humain et pas l'inverse. Hmm. Petit guide pour tous. Posez-vous la question, est-ce que je suis au service de l'amour quand je me sers de tout ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, la première, j'essaye de me poser ces questions parce que j'ai une tendance totalement addictive, totalement déséquilibrée, dérégulée, à rentrer dans ces trucs, à être à 2 heures du mat à coder ma Sophia. Mais je sais que je le fais, c'est des élans créatifs que j'ai, je le fais un temps parce que je me dis qu'elle va aider beaucoup de gens et qu'après elle sera sur des rails. Enfin, je veux surtout pas que ça reste un rythme de croisière. Voilà, il peut y avoir des pics où on l'utilise. C'est aussi stimulant intellectuellement. J'apprends plein de choses. J'apprends à coder d'ailleurs, ce que je ne savais pas faire, même si j'étais ingénieur télécom. Mais voilà, pour moi, de me dire, attention, reviens dans la vraie vie, garder des espaces de présence où je coupe les Hmm. écrans, où je coupe pour pouvoir être vraiment bah, dans l'amour avec mes enfants, pour pouvoir être dans une vraie présence. Bon, le soir, maintenant, ils me demandent de demander à Claude de raconter leur histoire préférée, créée sur mesure, avec les thématiques qu'ils aiment, parce que moi, je suis vraiment nulle à le faire maintenant, à côté. Mais bon, j'essaye de leur lire comme si je leur lisais un livre, quoi. C'est pas eux qui le lisent. C'est ça. Donc il faut trouver, voilà, il faut trouver comment le mettre au service d'eux, ou alors carrément dire non, et puis inventer une histoire qui est peut-être moins intéressante, mais qui fait qu'on est vraiment en lien, quoi. Ok. Merci pour tout ce partage, pour tous ces éclairages et puis ta perception des choses. Muchas Avec gracias. plaisir. Merci. Et ben merci pour ta qualité d'écoute. Avec Et tu plaisir. vois, vraiment, je trouve que tu incarnes ça à la perfection. Cette qualité de présence, bah, une IA, elle peut pas l'avoir, même si par son côté très bienveillant, la façon de poser des questions, elle incite à parler. Euh, Quelqu'un comme toi qui peut créer un espace de régulation où on se sent posé, on se sent en confiance, bah, l'inspiration, elle vient d'elle-même. Enfin, moi, j'ai pas du tout la même inspiration quand je parle avec toi qu'avec plein d'autres gens. Donc voilà, c'est une belle illustration. Donc je voulais te remercier. J'ai encore ressenti ça dans cet échange. Merci beaucoup. Bon, faut que tu saches que j'ai juste branché Claude derrière qui me disait les questions à poser. Et moi, je ne suis pas moi, c'est Sophia. Trop forte. Allez, merci encore, Sophie. Salut, à bientôt, Davy. Prends soin de toi.